Madame Kennel. Merci Madame le maire. Je voudrais moi aussi saluer le travail mené conjointement avec Marion Gauthier, l'ensemble des élus et des services évidemment qui nous accompagnent. Peut-être quelques éléments complémentaires à ce qui a pu être dit. En effet, sur la question de la dette et de l'emprunt. Si j'ai bien suivi ce que nous a expliqué le vice-président de la commission finance, Maël Guizou, il faudrait, nous n'empruntons, semble-t-il, pas assez, mais en même temps, il faudrait refuser des emprunts qu'on nous fait, et en même temps, il faudrait veiller à ce que l'emprunt ne soit quand même pas trop insoutenable si il a bien lu la presse. Bon. On parlait de cohérence tout à l'heure, je ne suis pas sûre qu'elle soit complètement évidente dans ce résumé de propos que vous avez tenu. Donc, Marion Gauthier vient de le dire, ça n'est pas qu'on n'emprunte pas assez, c'est que quand on emprunte, c'est qu'on a des projets à financer et qu'on n'a pas l'argent pour les financer soi-même. C'est ce que les banques regardent. Il se trouve que dans les années passées, nous avions une épargne suffisante pour financer directement un certain nombre de projets et que pour les autres projets, nous avons fait appel à l'emprunt, mais qu'il n'y avait aucune raison d'aller emprunter davantage pour des projets qui, pour certains par ailleurs, pour des raisons liées encore une fois à la crise sanitaire et à la question des marchés, n'avaient pas besoin de sources de financement. Donc c'est pas qu'on n'a pas voulu emprunter à des taux bas, c'est que nous n'aurions jamais trouvé des prêteurs pour ces projets-là à ces taux-là, parce que nous avions suffisamment d'épargne d'un côté et que nous avons emprunté suffisamment de l'autre. Pour ce qui est des prêteurs qui sont les nôtres, comme vous le savez, nous avons engagé tout un exercice d'examen non seulement des conditions financières de ces prêteurs, mais aussi des conditions extra-financières. Nous avons pris la peine dans les éléments du rapport d'orientation budgétaire et du budget de préciser la notation de nos prêteurs. Nous avons nous-mêmes développé des questionnaires extra-financiers. Il se trouve qu'en effet, dans les trois consultations, dans la consultation et les trois candidats que nous avons eus au mois de septembre, il y a des banques, le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel et la Banque Postale, qui n'ont pas 10 sur 10, en effet, dans les notations Oxfam et Reclaim. Mais enfin, il n'y a à ce jour aucune banque qui a 10 sur 10. Il se trouve qu'il y en a certaines qui ont un peu plus et d'autres qui ont un peu moins. Mais il se trouve surtout que ces trois banques-là sont les seules banques qui ont répondu. Et qui, certes, ont des critères extra-financiers qui sont perfectibles, c'est bien la raison pour laquelle on les interroge là-dessus et qu'on soutient les associations qui font ce travail, mais que nous avons regardé aussi des critères financiers. Nous n'avons jamais dit que nous emprunterions qu'à des critères extra-financiers et que les critères financiers, pour le coup, comme on a pu le dire en commission finance, étaient extrêmement attractifs et comme l'a dit Marion Gauthier, nous sommes même enviés parce que les taux auxquels nous avons emprunté sont des taux que peu de collectivités ont obtenus et enfin, parce que dans la vie, tout n'est jamais tout noir, tout blanc. Pour vous rassurer, pas plus tard que le 6 décembre, Reclaim a justement communiqué sur le Crédit Agricole, qui est l'un de nos prêteurs, et je vous lis juste le titre du communiqué de presse. Crédit Agricole avance mais épargne le gaz. Donc il y a des éléments de progrès puisqu'il y a encore des financements liés au gaz, mais il y a aussi des éléments déjà positifs et c'est y compris Reclaim qui le reconnaît. Donc voilà, nous essayons d'accompagner ce mouvement vers une finance plus durable, mais nous avons en même temps des critères financiers à intégrer et nous sommes plutôt très satisfaits de la dernière consultation qui a été la nôtre. Et enfin, comme l'a rappelé également Marion Gauthier, aujourd'hui notre dette est soutenable. On ne peut pas dire, Madame Spielbout, que nous avons atteint une dette historique. Notre dette par habitant, notre encours de dette, Marion Gauthier l'a dit, aujourd'hui est le plus faible depuis 10 ans. Voilà. Alors il peut être plus élevé qu'ailleurs, certes. Nous, on est pour le fact-checking, hein, donc ici on raconte pas de carabistouille dans la majorité, on prend les faits tels qu'ils sont. On ne les tord pas. Donc, si vous faites les comparaisons en moyenne par habitant, peut-être, mais si vous faites les comparaisons de la ville telle qu'elle se gère, il se trouve que notre encours de dette est le plus faible depuis 10 ans. Donc, il n'y a pas de difficulté d'endettement historique et c'est bien ça qui nous permettra de continuer à nous endetter pour financer nos projets à la hauteur qu'il faut. Pour ce qui est de la fiscalité, là aussi, soyons précis dans les chiffres.
Si nous sommes 11e, Madame Spielbout, pour la taxe foncière, c'est, comme vous l'avez dit vous-même, en cumulé. Donc en fait, il faut additionner les taux. Le taux communal, le taux départemental, c'est-à-dire ceux qui dépendent de nous et ceux qui ne dépendent pas de nous. Ici, nous, on vote le taux communal. Et pour ce qui est du taux communal, comme vous le savez, nous n'y avons pas touché depuis plusieurs années. Nous avons pris l'engagement de ne pas y toucher non plus cette année. Et donc, quand on regarde en fait ceux qui dépendent de nous, nous apparaissons 38e. Ça a été montré à l'écran, on peut le cas échéant le remontrer. Nous sommes 38e sur 42 villes. Voilà, donc je pense que les faits sont ce qu'ils sont. Et enfin, vous dire également que les amendements qui ont pu être déposés à l'Assemblée sur les bases fiscales, puisque je rappelle que le produit de la taxe, c'est le taux multiplié par les bases fiscales, c'est vrai qu'il y a un enjeu de pouvoir d'achat. Alors, c'est vrai qu'en tant que collectivité, on peut être content d'un côté d'avoir des recettes qui augmentent parce que les bases fiscales augmentent autant que l'inflation, c'est-à-dire potentiellement au niveau de 6%, ce qui est par ailleurs normalement ce que la loi impose. Mais c'est vrai qu'on peut aussi se dire que pour le pouvoir d'achat des Lillois, avoir des évolutions qui sont en deçà de l'inflation, y compris pour les bases, ce sont des choses que nous aurions acceptées et assumées, de la même manière que nous assumons de ne pas faire augmenter nos tarifs au niveau de l'inflation à 6. Ceux que nous avons votés en juin, ils étaient pas plus que 1,5 et ceux qui sont soumis ce soir, ils ne sont pas non plus au niveau de l'inflation et largement en deçà. Voilà, parce que c'est aussi un geste de pouvoir d'achat et c'est ce geste de pouvoir d'achat que nous faisons en disant que nous maintenons la fiscalité et que nous maintenons les taux de la taxe foncière inchangés. Et enfin, puisque je parle des décisions du gouvernement, là aussi soyons précis, le gouvernement n'a pas renoncé à plafonner la hausse des dépenses de fonctionnement des collectivités. Le gouvernement a annoncé qu'il ne viendrait pas les contrôler, comme il l'a fait avec le contrat de Cahors, et donc il a dit qu'il n'y aurait pas de sanctions particulières liées à ce plafond. Mais il a néanmoins demandé, vous l'avez dit vous-même d'ailleurs, une trajectoire, donc ça veut bien dire un objectif à atteindre, autrement dit un plafonnement, et cette trajectoire telle qu'elle a été indiquée, ça n'a pas changé malgré le congrès des maires, le salon des maires, ce plafonnement il est bien de inflation moins 0,5%, donc une baisse qui est attendue de la part des collectivités dans leurs dépenses de fonctionnement. Voilà, donc soyons précis, comme beaucoup l'ont dit, nous sommes dans une situation où les collectivités locales n'ont plus beaucoup d'autonomie, que le peu d'autonomie qu'elles ont, on leur enlève, qu'on leur demande de prendre sans cesse à leur charge des dépenses supplémentaires. Je vous rappelle que pour le Covid, de mémoire, 16 millions d'euros de dépenses supplémentaires, 400 ou 700 000 à peine euros reçus du gouvernement. Donc nous avons des charges supplémentaires. Nous sommes très fiers de contribuer à la justice sociale et à la transition écologique. C'est les missions qui sont les nôtres. Nous sommes très fiers de contribuer à la qualité du service public. Nous aimerions pouvoir le faire avec des moyens qui sont à la hauteur. Nous aimerions être davantage accompagnés par rapport à des contraintes largement exogènes, notamment en matière de prix de l'énergie, car là aussi, l'amortisseur que la Première ministre a annoncé, il est certes un peu meilleur que le précédent, puisque chacun s'est rendu compte que les prix annoncés étaient complètement hors de propos par rapport aux prix qui sont sur nos factures, mais cet amortisseur reste largement insuffisant. Nous avons fait nos calculs, on en reparlera pour le budget, mais d'après les premières estimations, l'amortisseur électricité de la Première ministre, ça représente, je crois, 2 millions d'euros avec une facture qui est de l'ordre de 11 ou 12 millions supplémentaires. Vous voyez qu'il reste quand même encore 10 millions, 10 millions qu'il faudra qu'on trouve, et on les trouvera. Marion a expliqué à quelles conditions, y compris en dégradant, et on l'assume, et en dégradant, y compris nos équilibres financiers. On a parlé de l'épargne nette et du recours à l'emprunt. Et nous le ferons, en effet, en ne toucheront pas non plus à la masse salariale, parce que Martin David Brochen l'a très bien dit, on a besoin des agents
pour ce service public. On a besoin des agents pour la justice sociale, pour la solidarité, pour la transition écologique. Et puisque j'ai entendu encore des contre-vérités tout à l'heure, je le redis, il y a eu des embauches au service de la transition écologique comme sur d'autres sujets. Et j'en profite pour dire, et ça sera mon dernier mot pour ne pas être trop long, parce que nous avons le débat budgétaire devant nous en février. Évidemment que nos dépenses, elles sont favorables à la transition en fonctionnement à travers notamment un certain nombre d'agents ou de soutien aux associations, mais évidemment aussi en matière d'investissement. Je ne vois pas comment on peut raisonnablement dire que nos investissements ne prioriseraient pas la transition écologique. Quand on rénove des bâtiments municipaux, quand on construit des bâtiments nouveaux qui sont sobres, quand on aménage des places, des rues, quand on fait de la nature en ville, quand on lance un nouveau marché de chauffage avec un plan de solarisation de plusieurs bâtiments, je ne sais pas ce qu'on fait d'autre que de la transition écologique et de l'amélioration du cadre de vie des Lillois. Et c'est pourtant tout cela qu'il y a dans notre budget d'investissement que nous avons voté en 2022 et qui vous est retracé pour 2023 dans ce rapport d'orientation budgétaire.